métropole de la démesure. Une ville qui se développe à un rythme effréné, empreinte de fierté et de tradition. Aux portes du désert, elle gagne sans cesse du terrain sur la mer. Son expansion ne semble connaître aucune limite. Dubaï, c'est aussi une course vers le ciel, avec des tours étincelantes que côtoient des mosquées immaculées. Dans cette ville, qui réunit les nationalités les plus diverses, règne un esprit d'ouverture et de tolérance. Sur cette toile de fond ultra-moderne se détache le petit quartier historique et le corps Dubaï, un bras de mer et une artère vitale qui serpente à travers la ville. Dubaï, cité des sables, est la première ville des Émirats arabes unis. La métropole compte 2 200 000 habitants et ils sont plus nombreux chaque année. Plus de 80% d'entre eux sont venus de l'étranger pour y tenter leur chance. La ville offre en effet de multiples opportunités professionnelles. Pas une cité au monde n'a connu un développement aussi spectaculaire que Dubaï. À l'origine de cette croissance fulgurante, la découverte de pétrole dans les années 1960. L'émir Mohammed Ben Rachid Al Maktoum investit des milliards dans les infrastructures et le développement de sa ville. Mais à l'ombre de ces tours vertigineuses, Dubaï n'a pas oublié ses traditions ancestrales. Ainsi, les boutres sont profondément enracinées dans l'histoire maritime de la ville. Ces voiliers de bois sont toujours utilisés pour le transport des marchandises. Majib Al-Falazi est né et a grandi à Dubaï. Son père a commencé à construire des boutres dès les années 1950. À sa mort, Majib a tout naturellement repris l'entreprise familiale. Il gère toutes les étapes de fabrication, jusqu'à la livraison des bateaux. La construction d'un boutre prend près de 2 ans. Ici, tout est fait à la main. Majib est un chef d'entreprise qui n'hésite pas à prendre lui-même le ciseau à bois quand il le faut. Il sait que ses clients attendent de ses bateaux une qualité irréprochable. Mais même s'il a le sens des affaires, Majib a surtout à cœur de perpétuer ses techniques traditionnelles. Nous sommes à la disposition de quiconque souhaite apprendre ce métier. Il fait partie du patrimoine émirati et il faut absolument le préserver. Nous mettons tout en œuvre pour qu'il ne sombre pas dans l'oubli. Et tant que je serai en vie, je m'efforcerai de promouvoir ce savoir-faire. Nous y sommes attachés corps et âme. À mon avis, c'est très important pour les générations futures et pour notre pays. Difficile à croire et pourtant vrai. Les boutres sont fabriquées sans le moindre plan. Tout est dans l'expérience, le coup d'œil et une vision précise du résultat. Du travail sur mesure, réalisé à main levée. Tel un gigantesque puzzle, le bateau est assemblé pièce après pièce. Les ouvriers viennent majoritairement d'Inde et du Pakistan. Aux Émirats, ils gagnent beaucoup mieux leur vie que dans leur pays d'origine. Grâce à un palan à chaîne, les pièces de bois sont serrées les unes contre les autres.
Une fois les interstices entre les planches réduits au minimum, le bateau encore à l'état brut est mis à l'eau. Le bois gonfle et les planches se resserrent sous la pression. Le boutre forme ainsi une unité parfaitement étanche. Le tout sans utiliser un seul clou. Il s'agit là d'un mode de construction absolument unique. Les planches sont coupées en biais. De cette façon, elles s'assemblent plus facilement. L'autre avantage, c'est qu'avec cette méthode, la paroi est plus solide. Des voitures, du riz, du sucre et même de l'acier sont convoyés à bord de ces embarcations. À l'heure de la mondialisation, ce bateau à voile traditionnel n'a toujours pas été détrôné à Dubaï. Il n'y a aucun plan de construction. Nous reproduisons simplement les techniques qui nous ont été transmises. Le premier élément que nous posons, c'est la quille, sur laquelle reposent les bordages. Cela demande un certain savoir-faire. Un savoir-faire que Majib enseigne d'ores et déjà à son fils, qui reprendra l'entreprise le moment venu. C'est ainsi que les traditions restent vivantes. Les innombrables boutres amarrées dans le port en sont les témoins. De là, de grandes quantités de marchandises sont expédiées vers d'autres pays, notamment au Qatar et en Irak. Le port de Dubaï bénéficie d'une situation géographique avantageuse et tient également lieu de carrefour commercial pour le transport des produits venus d'Inde ou de Chine à destination des Émirats. Beaucoup d'entreprises internationales investissent dans cette zone de libre-échange. Le Khor Dubaï, littéralement la rivière de Dubaï, est en réalité un bras de mer du golfe Persique qui s'est formé naturellement. Long de 14 km, il sépare les deux quartiers historiques de la métropole, Deira et Bourg Dubaï. Dans les années 1970, le lit de la rivière a été approfondi pour permettre le passage des imposants bateaux de commerce. Des bateaux de bois traditionnels, les abras, font la navette entre les deux rives, un moyen de transport très apprécié des habitants. Jour après jour, Touchal Tadeshwar traverse lui aussi le bras de mer pour se rendre sur son lieu de travail, dans le quartier historique de Deira. Il vient d'une famille d'immigrés indiens et est né à Dubaï. Longer ces maisons anciennes permet de se faire une idée précise de la physionomie du Dubaï d'antan. La famille de Touchal connaît bien le fleuve. Il y a des années de cela, mon père avait coutume de passer de l'autre rive du fleuve à celle-ci, du port de Dubaï à Deira. Même mes grands-parents prenaient le bateau quand ils venaient nous voir. Les commerçants qui apportaient de l'or et des bijoux au marché aussi. Pour transporter leurs marchandises, ils utilisaient le bateau. C'est dans ce quartier que se trouve le souk de l'or, le plus grand des Émirats arabes unis. Et c'est aussi là que Touchal travaille. Le souk de l'or est l'une des principales attractions de la métropole. Pour les touristes, mais surtout pour les Émiratis. Ce sont les Indiens qui ont apporté ce métal précieux dès les années 1940. Aujourd'hui, ils détiennent encore 80% du commerce de l'or.
L'atelier de joaillerie du père de Touchal est situé à proximité du souk. Il a quitté l'Inde pour Dubaï il y a de longues années afin de tenter sa chance. À force de travail et de persévérance, il est aujourd'hui à la tête d'une entreprise florissante. Mon père et mon grand-père étaient dans le commerce de l'or. Et à mon tour, je veux transmettre mes connaissances à mon fils. Touchal a commencé par étudier l'économie à Dubaï. Prendre la suite de son père ne l'intéressait pas plus que cela. Mais sur l'insistance de celui-ci, il a fini par céder. Ce qui ne l'a pas empêché de commencer tout en bas de l'échelle. Les bijoux sont très importants en Orient. Les clients arabes préfèrent généralement les modèles traditionnels. Ici, le minimalisme n'est pas vraiment à l'honneur. Les Émiratis aiment les pièces tape à l'œil. Les colliers sont particulièrement appréciés. Le travail de joaillerie s'effectue intégralement dans l'atelier. De la fonte, en passant par la mise en forme, jusqu'au design et aux finitions. L'or ne prend son éclat caractéristique qu'après avoir été poli. C'est Touchal qui s'acquitte du contrôle qualité. Tous ces bijoux sont fabriqués à la main. Actuellement, ce genre de collier est extrêmement demandé, surtout par les clients locaux, les Émiratis. Ils les achètent en particulier pour les mariages. Ils sont très élégants et attirent tous les regards. C'est un secret bien gardé, mais on estime qu'au total, 10 tonnes d'or seraient proposées à la vente sur cette petite superficie. Le souk compte plus de 300 boutiques de bijoux. Chaque jour, Touchal et son père livrent leurs marchandises aux plus grands marchands d'or du souk. Et il faut du stock, car la demande est énorme. En période d'incertitude, l'or est toujours l'une des meilleures monnaies qui existent. Touchal et son père écoulent plusieurs milliers de pièces par an. Même si l'offre a de quoi submerger le visiteur, toutes les échoppes arrivent à vivre correctement de ce commerce. Ici, tout le monde apprécie l'or. Les Émiratis adorent en porter pour les mariages ou autres grands événements. Ils aiment montrer aux gens qu'ils possèdent de l'or. L'or est un vrai symbole de richesse. Aujourd'hui, beaucoup de gens achètent de l'or. C'est une façon d'investir. Touchal est toujours ému lorsqu'il voit son travail exposé en vitrine. Je me sens très fier lorsque les clients viennent acheter nos bijoux et parlent de la beauté de nos pièces. Le collier qui vient d'être mis en vitrine, par exemple, est très demandé. Ça me fait vraiment plaisir. Quelques instants plus tard, le nouveau collier est déjà proposé aux clientes. À quelques dizaines de mètres du souk s'étend le plus ancien quartier et le cœur historique de Dubaï, le fort d'Al Fahidi.
Ces murs épais servaient de protection contre les envahisseurs, mais également contre les tempêtes du désert. Pour les touristes, c'est un voyage dans le temps, l'occasion de découvrir le Dubaï du XVIIIe siècle. Un héritage culturel qu'il convient de préserver. L'émir Mohamed Ben Rachid Al Maktoum l'a bien compris. Ce qui n'empêche pas la métropole d'être résolument tournée vers l'avenir. Dubaï est une métropole où il fait bon investir. Des quatre coins du monde, des gens viennent y développer leurs concepts. Chacun veut se tailler une part de ce gâteau de prestige. Les malls, ces gigantesques centres commerciaux, sont autant de temples du divertissement. Dubaï mise beaucoup sur son offre de luxe. La cité-État abrite l'hôtel le plus cher au monde, les 3 archipels artificiels de Palm Islands, à l'ambiance paradisiaque, et le fastueux hôtel Atlantis. En matière d'éducation et de formation, l'émir vise également l'excellence. Les universités sont extrêmement bien dotées. L'enseignement y est de très bonne qualité et dispensé par des professeurs venus du monde entier. Fatmé Saïd a 20 ans et suit des cours de graphisme et de peinture à l'Université d'État. Elle vient d'une famille émiratie et a fréquenté l'un des lycées américains de Dubaï. Son rêve est de fonder sa propre entreprise. J'ai décidé d'étudier pour 2 raisons. D'abord, pour rendre à mon pays un peu de ce qu'il m'a offert. Ensuite, pour m'assurer un bel avenir. L'État a beaucoup investi pour que nous puissions étudier et nous former. Il est donc de notre devoir de faire de notre mieux, pour être utile à notre pays et lui montrer notre reconnaissance. L'Al-Serkal Avenue est le lieu de rencontre privilégié des amateurs d'art contemporain. Ces dernières années, cet ancien site industriel a été transformé en un immense complexe de galeries d'art. Il y a maintenant plusieurs années que la folie de l'art contemporain a gagné Dubaï. En tant qu'investissement et symbole de statut social, il suscite de plus en plus d'intérêt. Avec ses amis, Fatmé se rend régulièrement dans les nombreuses galeries internationales. L'art contemporain est bien différent de l'art islamique auquel nous étions habitués depuis notre enfance. Nous avons grandi dans l'art et la culture islamique, donc nous y sommes habitués. Mais aujourd'hui, l'art moderne prend d'autres formes. Il apporte à l'Orient une touche occidentale et il permet la transition des arts anciens vers les arts modernes. L'Al-Serkal Avenue témoigne du changement constant que connaît Dubaï et de l'intérêt pour les évolutions observées à l'échelle mondiale. L'art contemporain est aujourd'hui un marché florissant. De plus en plus de galeristes du monde entier viennent ouvrir de nouvelles succursales dans la cité du désert. Hicham Samaoui a été l'un des premiers marchands d'art à entrevoir le potentiel de Dubaï. Et il a tout fait pour investir ce site. Né en Syrie, il a grandi entre l'Europe et les États-Unis. Très tôt, il a su reconnaître la qualité de l'art contemporain arabe. Tout a commencé il y a une dizaine d'années. Il existait bien auparavant une activité artistique dans le pays. Mais il n'y avait pas de galerie comme il en existe en Amérique ou en Europe. Puis des marchands d'art étrangers sont arrivés et ils ont introduit ici le modèle occidental des galeries. Ils sont allés à la rencontre des artistes, ils ont examiné leurs travaux et ont décidé de les aider à se développer. C'est l'effervescence à la galerie Hayam. La plus grande exposition d'art du monde arabe, l'Art Dubaï, ouvre ses portes.
Juste avant l'inauguration, Hicham sélectionne les œuvres qu'il compte présenter. Parmi elles, celle de l'artiste syrien Mohanad Orabi. Le peintre raconte qu'il a toujours réalisé des portraits de femmes. Mais depuis qu'il n'a plus à craindre pour sa vie, comme c'était le cas dans sa ville de Damas, il trouve que ses œuvres ont une expression plus ouverte et positive. Il y a dans ce tableau une certaine atmosphère dans laquelle le personnage prend forme et s'intègre. L'arrière-plan, le ciel est très important. J'avais l'habitude de le peindre très sobrement. Aujourd'hui, je me permets plus de choses. Jumeirah Beach Road longe la côte. C'est l'une des rues les plus chères de la métropole. À son extrémité se trouve le Madinat Jumeirah. Il y a 10 ans, ce centre d'affaires et de loisirs digne d'un palais royal a accueilli la toute première Art Dubaï. Aujourd'hui, y convergent les amateurs d'art les plus huppés du Moyen-Orient, ainsi qu'un public international lui aussi de plus en plus intéressé. Sous le patronage de l'émir, plus de 90 galeries venues de 43 pays présentent leurs artistes. Comme dans les autres foires, l'inauguration est considérée comme une manifestation phare. On y vient pour voir et être vu, mais également pour acheter. Aujourd'hui, l'art contemporain est devenu un élément incontournable du paysage de toute ville moderne. Hicham fait partie de la scène artistique dubaïote depuis le début. Parmi ses clients, il compte le sultan Saoud Al-Qassemi, un collectionneur influent de Dubaï. Le gouvernement a pris conscience de l'art à Dubaï et a décidé de soutenir ce nouvel élan. Je pense que l'art gagnera en importance au cours de la prochaine décennie. Nous n'en sommes qu'au tout début, ici à Dubaï. Le marché de l'art est désormais l'une des locomotives économiques de la ville-État. Dans la vieille ville, pas de façades étincelantes ni de gratte-ciel. C'est dans le quartier de Deira que les premiers immeubles classiques ont vu le jour. De nombreux ouvriers et immigrés y habitent. La Criée ouvre ses portes à 6 heures du matin. Tous les jours, acheteurs et vendeurs s'y livrent à d'âpres négociations. La pêche locale offre un choix impressionnant. Pas une espèce ne manque à l'appel. Christopher Graham est britannique et cuisinier à Dubaï. Il est arrivé au Moyen-Orient depuis plus de 15 ans et n'en est plus jamais reparti. 45. If I buy 30 kilo, how much? For the 42. These mediums are in. Local sardines? Yes, sardines. Very nice. This very best. Christopher est parfaitement rompu à l'exercice du marchandage. Il sait que cela fait partie du jeu. Les négociations sont assez agressives par ici. Les poissonniers n'aiment pas laisser filer un client potentiel. Ça fait partie de la culture locale. Nous sommes un véritable carrefour commercial. Alors les gens aiment vendre et marchander.
Ici, la règle, c'est qu'il ne faut jamais accepter le premier prix. Il y a quelques instants, je parlementais justement avec un vendeur pour faire baisser le prix d'un poisson. Comme je menaçais de partir, en à peine 2 minutes, on est passé de 70 dirhams à 35 dirhams le kilo. Dès que vous faites mine de vous en aller, le prix s'effondre. Donc, si vous voulez payer moins, il suffit de faire semblant d'aller voir ailleurs. Au bout du compte, chacun finit toujours par obtenir ce qu'il veut. Lorsqu'on traverse Dubaï en voiture, le célèbre emblème de la ville surgit à chaque coin de rue. Le Burj Khalifa, qui culmine à 828 mètres d'altitude. Il trône au cœur du tout nouveau quartier de Downtown Dubaï, le centre d'affaires de la ville-État. En quelques décennies, le modeste port de pêche s'est mué en une mégalopole vibrante et mondiale, à un rythme presque affolant. Dubaï est un vrai melting pot. La plupart des expatriés sont là pour gagner un maximum d'argent en un minimum de temps. Ici, pas d'impôts ou presque, mais ces dernières années, le coût de la vie a grimpé en flèche. Le Burj Khalifa a été inauguré en 2010. Ce gratte-ciel compte 189 étages. Pour 1 milliard d'euros, l'architecte américain Adrian Smith a réalisé la folie des grandeurs de l'émir. La vue sur la ville y est stupéfiante. Ici, le visiteur peut déguster une douceur, la tête dans les nuages. Ce restaurant, installé au 122e étage, offre un confort discret, bien loin du luxe clinquant de bon nombre d'autres établissements locaux. Christopher travaille ici depuis 6 mois. Il a connu plusieurs cuisines prestigieuses de Dubaï, mais pour lui, cette expérience est unique. À 442 mètres d'altitude, 15 nationalités différentes collaborent dans un espace restreint. Mais le vrai défi se trouve ailleurs. Je crois que notre plus gros challenge, c'est la logistique. On travaille au 122e étage, à 442 mètres du sol. Il faut pouvoir acheminer tous les ingrédients jusqu'ici. Si on doit descendre en plein service, il faut compter 30 à 45 minutes pour arriver en bas, parce qu'il y a beaucoup de passages et une foule de gens qui veulent s'arrêter à chaque étage. Ce qui fait vivre Dubaï, c'est son offre de grand luxe. Chaque semaine, ou presque, un nouveau restaurant ouvre ses portes à un public exigeant. Pour travailler ici, il faut être capable de s'adapter à ce rythme d'enfer. À Dubaï, les marques prestigieuses et les commerces se livrent à une compétition sans merci. Chacun veut avoir un cran d'avance sur les autres. C'est à celui qui sera le plus grand, qui aura les burgers les plus énormes, les plus chers, le menu le plus coûteux, ou les plus beaux fauteuils plaqués or. Tout est prétexte à la compétition. À la nuit tombée, c'est un Burj Khalifa scintillant de 1000 feux qui continue à dominer la ville. Dans l'obscurité du désert, la ville dévoile de nouveaux charmes. Avec ses voies navigables aménagées par l'homme, la marina offre une vue et une ambiance magique. Dès la sortie du centre-ville, le désert qui s'étend sur tout le territoire des Émirats arabes unis apparaît. C'est là que tout a commencé.
Au cœur de cette étendue sans fin, Hanan Saad se sent chez elle. Originaire du Soudan, elle a grandi entourée de chameaux. Aux Émirats arabes unis, les bédouins se font rares depuis la découverte du pétrole et l'avènement du tourisme. Mais les animaux du désert sont toujours là et ils ont besoin d'exercice. Hanan vit depuis de nombreuses années à Dubaï. C'est ici qu'elle se sent au plus près de son pays natal. Pour moi, le désert est comme un rêve. Il me passionne. Et quand je me retrouve ici dans le désert, je me sens heureuse, très apaisée et transportée par le charme de la nature. Oui, j'adore le désert. Peu d'animaux sont de constitution aussi robuste que les chameaux d'Arabie. Ils peuvent survivre sans eau jusqu'à 3 semaines. Les Bédouins n'auraient jamais pu mener leur existence nomade sans eux. Au cœur des dunes se trouve l'une des nombreuses fermes de chameaux des Émirats. Ces animaux emblématiques du désert continuent à jouer un rôle central dans le monde arabe. Leur élevage reste une tradition. Les Émiratis aiment les courses de chameaux et investissent beaucoup d'argent dans l'élevage de ces animaux. Les chameaux représentent beaucoup pour les habitants du désert, notamment ici dans la péninsule arabique et dans les Émirats. Cela n'a rien d'étonnant puisque cet animal a traversé les siècles avec eux et qu'ils l'emploient dans leurs activités quotidiennes. Les chamelles fournissent à Hanan une précieuse matière première. Le lait de chamelle a un goût un peu salé et aussi très minéral. C'est un peu spécial, c'est vrai, mais il a la grande qualité d'être très pauvre en matière grasse, comparé au lait de vache. C'est une caractéristique très intéressante, et c'est ce qui contribue également à sa saveur. Hanan n'aurait jamais cru travailler un jour dans le désert de Dubaï et renouer d'une certaine manière avec la vie nomade. D'Afrique, elle est partie vivre en Hongrie, où elle a étudié et connu son mari allemand. À Cologne, ils ont fondé leur famille. Alors que son mari travaillait en tant que manager dans un musée du chocolat, l'idée leur est venue de produire du chocolat au lait de chamelle. Comme beaucoup d'expatriés, ils se sont retrouvés à Dubaï suite à une succession de hasards et d'opportunités professionnelles. Le lait de chamelle en poudre constitue la base de ce fameux chocolat. Ce lait a une valeur nutritive exceptionnelle. C'est pour cette raison que nous l'utilisons dans la fabrication de notre chocolat. C'est un véritable or blanc. Il mériterait vraiment cette appellation. La poudre est mélangée à du cacao, du miel, du sucre, du lait et de la vanille. Puis l'appareil est travaillé pendant environ 3 heures, avant d'être coulé dans des moules. Petit clin d'œil qui rencontre un franc succès dans les pays arabes, un moule en forme de chameau.
Le chocolat au lait de chamel a une grande signification pour moi, à la fois dans ma vie personnelle et professionnelle. Il m'a permis de créer ma propre entreprise et il me permet de garder le lien avec mon pays natal, le Soudan, qui compte un nombre considérable de chameaux. Je suis vraiment fière de ce que j'ai accompli, d'être parvenue à utiliser cette ressource si précieuse qu'est le lait de chamel. Il permet de confectionner un chocolat délicieux et très bon pour la santé. Ce chocolat n'est pas apprécié que dans le monde arabe. Les chameaux dorés d'Anan s'exportent jusqu'en Europe. Dubaï est une ville hyperactive. Transports et infrastructures évoluent à un rythme effréné. Pour l'avenir, la métropole parie déjà sur les drones taxis. Le gouvernement tient à avoir un système fonctionnel. Développement durable et protection de la nature en font partie. C'est ainsi qu'en pleine ville, entre l'autoroute et les premières dunes du désert, s'étend la réserve naturelle de Ras Al Khor. Avec ses 620 hectares, c'est l'une des plus vastes des Émirats arabes unis. Un sanctuaire pour les flamants roses en quête d'un lieu où hiverner. À Dubaï, l'offre nocturne est abondante et variée. Les parcs d'attractions se multiplient. Parmi eux, le Global Village. Une fois par an s'y tient un événement très spécial. La grande place se transforme alors en fête populaire. Des quatre coins de la ville, les Dubaïotes et leurs familles affluent pour assister à une manifestation sportive inconnue dans le monde occidental. Le championnat de Yola, une danse que seuls les hommes pratiquent. Hiba Khan, une jeune Pakistanaise, n'aurait raté cet événement pour rien au monde. Il y a une semaine, elle s'est blessée à la cheville, mais ce soir, pas question de rester à la maison. À 24 ans, elle est journaliste pour le premier magazine sportif de Dubaï. Quand je suis arrivée ici, au tout début, j'étais la deuxième femme. Je fais un métier peu ordinaire. On n'y croise vraiment pas beaucoup de femmes. Alors, je me sens d'autant plus forte et investie. Comment vous sentez-vous? Vous avez attendu longtemps pour arriver à la finale. Quel est son ressenti? Pour les brèves interviews qui précèdent la compétition, Hiba est aidée d'une interprète. Le temps presse, mais elle parvient à poser quelques questions à ce concurrent. À Dubaï, pour ce genre de manifestation, on met les petits plats dans les grands. Les Émiratis aiment le grand spectacle. Au début, j'avais peur d'approcher les gens et de les interroger. Mais une fois qu'on a pris le pli, il suffit de foncer. Maintenant, je me sens dans mon élément. L'événement est retransmis en direct à la télévision. Le Yola est très apprécié des Dubaïotes qui raffolent des compétitions sportives. Même le fils de l'émir est présent ce soir. Pour les Dubaïotes, c'est la cerise sur le gâteau. Le Yola est basé sur une tradition nomade.
Lorsque Hiba a rédigé son premier article sur le sujet, elle n'en avait jamais entendu parler. Le yola est un sport dominé par les hommes. Il n'y a pas de danseuse, parce que ça ne se fait pas, tout simplement. C'est un sport masculin, c'est comme ça. Le yola célèbre la vie nomade. Armes et bâtons servaient autrefois aux Bédouins à contrôler leurs chameaux. Cette danse met aussi en avant le savoir-faire de chasseurs et de guerriers de l'homme arabe, ainsi que sa fierté. La journaliste ne perd pas une miette du spectacle. Après la remise des prix, Hiba a tout ce qu'il lui faut pour rédiger son article. Elle le publiera sur Internet le soir même. Une longue journée de travail touche à sa fin. La soirée s'achève en douceur pour le public. Dubaï est une ville qui ne dort jamais, toujours en mouvement, toujours à l'affût du prochain coup d'éclat.